Bon vendredi et bienvenue sur Friday Night Sports Machine. Nous vivons de beaux moments et nous allons en parler de cette présence en finale du Canadien de Montréal qui hier a connu vraiment toute une prestation contre les Golden Knights. Nous vibrons tous ici de cette belle victoire. Nous allons donc parler de hockey avec notre chroniqueur de hockey, un ex-gardien professionnel, Nick Riopel, que nous allons rejoindre par voie téléphonique. Nous allons faire la revue de la série Canadien Golden Knights, mais tout d'abord, nous allons parler baseball avec un passionné de ce sport. Il est gérant à l'entrepôt du baseball sur la succursale de Trois-Rivières. Il y a 2 succursales de l'entrepôt du baseball. Il est également un lanceur dans la Ligue junior élite du Québec. Jeffrey Dupont. Bonjour Jeffrey. Salut Stevie, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Jeffrey, avant de parler de baseball comme tel et de ta carrière junior, j'aimerais qu'on parle justement de l'entrepôt du baseball. Il y a 2 succursales. Toi, tu es gérant à Trois-Rivières. Exactement. C'est quoi la vocation première? Parce que vous offrez toutes sortes de services. Évidemment, c'est l'amélioration des athlètes ou des gens de façon amateur aussi. Mais c'est quoi la vocation première? Ben, je te dirais, en fait, l'entrepôt du baseball, c'est tout d'abord une boutique personnalisée. Je te dirais, mettons, la boutique de Repentigny, c'est sur 2 étages, en fait. Okay. Le premier étage qui est tout ce qui est plus équipement de baseball, gants, bâtons, tout ça. Puis avec un deuxième étage qui est plus vêtements, pantalons, vêtements pour les équipes, ainsi de suite. Ouais. Puis ensuite, comme tu l'as dit, c'est vraiment qu'est-ce qui est cours semi-privé, cours privé également. Puis on offre aussi le service de cage, en fait, là, pour plus de divertissement. Alors, il y a plusieurs cages de frappeurs. Exactement, on a 6 cages de frappeurs à Repentigny. Ouais. À Trois-Rivières, on est associé avec un centre technologique de baseball aussi, là, qui est l'Académie des Aigles, Ouais. en fait. Là. Donc, 3 cages là-bas aussi, avec un simulateur pour où qu'on peut voir, on peut choisir notre stade, on peut frapper dedans. Voir, Comme au golf. Exactement, comme les top golf qu'on voit aux États-Unis et tout ça. C'est exact. C'est pas mal ce qu'on offre. Toi, tu vis vraiment de ta passion parce que tu es un amoureux du baseball. Tu joues au baseball. Tu t'en vas en sport-études aussi en baseball et tu es gérant de l'entrepôt. Donc, tu as du plaisir. Exactement. Ben, je me consciencieux justement de pouvoir vivre de ma passion. Ouais. Puis, je fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Tu en manges. C'est vrai, c'est le cas de le dire. La COVID. Ça a été quoi l'incidence sur l'entrepôt du baseball qui a été fermé un certain temps et le retour de l'après-COVID? Tu me dirais quoi là-dessus? Je te dirais, tout dépendamment des zones au Québec, à Trois-Rivières, on a été un petit peu plus chanceux, malgré que l'ouverture a été retardée à cause de la COVID. Ouais. Je te dirais que au niveau des cages, on est capable d'accueillir des gens quand même sous certaines restrictions. À Repentigny, ça a été un petit peu plus difficile à cause de la zone rouge. Donc, je te dirais, c'est tout ce qui est cours privé. Puis le divertissement en fait avec les cages qui a été plus difficile. C'est sûr que aussi le fait que les gens ne savaient pas si on allait jouer au baseball cet été, tout simplement du nombre de cas, ça a fait qu'il y a eu moins d'achalandage un petit peu aussi au niveau de la boutique. Mais c'est en train de se replacer, puis je pense que tu le ressens? Oui, oui, exactement. Puis je pense que l'engouement est en train de revenir parce que les gens avaient hâte de sortir. Oui. Puis, on en est là aujourd'hui. La réouverture, c'était quelle date déjà? Complète, là? La réouverture complète, ça s'est fait à la fin du mois de mai. Okay. À partir de là, tout ce qui était nos abonnements et tout ça, les gens étaient contents. On leur a appelé, puis on les a appelés. Puis les gens étaient contents justement de pouvoir venir frapper des balles et tout ça aussi. Même si tu n'as que 20 ans, bientôt 21, est-ce que tu notes une recrudescence de l'intérêt du baseball maintenant que le dossier des expos a refait surface? Est-ce que tu notes depuis 3-4 ans et depuis que tu es gérant, on parle plus, on dirait, de baseball? Et qu'est-ce que tu vois là-dedans? Est-ce que tu vois une recrudescence palpable? Ben, en fait, je dirais que tout ce qui est tout ce qui entoure les expos, le retour des expos, en fait, on a remarqué une augmentation justement du nombre d'abonnements, du nombre même des inscriptions au baseball mineur aussi. Je te dirais que le sport, il n'y a pas eu de soccer aussi à cause de la COVID l'an dernier. Okay. Je te dirais que le nombre d'inscriptions a monté pour le baseball. Les enfants ont aimé ça. Je te dirais que c'est un membership aussi qui revient année par année, à chaque année. Donc, je te dirais que tout ce qui est la recrudescence par rapport au niveau du baseball est en augmentation là, au Québec. Tu ne pourrais pas vivre sans baseball. Absolument. Tu trouvais ça très difficile avec la COVID? Ben, en fait, j'ai été chanceux avec justement le Collège de la Flèche. J'ai été capable de m'entraîner étant donné qu'on était un sport-études.
Mais le fait de pas jouer de match, on a été privé d'un voyage en Floride aussi également. Ouais. En fait, je dirais que c'est ça qui a été plus difficile. Le fait de ne pas affronter de frappeur en tant que tel. Avoir des restrictions avec des bulles, avec les coéquipiers, ça a été plus compliqué. Mais je pense qu'avec le retour à la normale, la motivation n'est que plus présente encore. Exactement. Là, je pense que tout le monde, la saison justement Junior Elite commence ce soir. Je dirais que tout le monde a excessivement hâte là, de fouler le terrain. Évidemment, c'est sûr que tu aimes le hockey, tu joues encore au hockey. Exact. Mais pourquoi le baseball est le plus beau sport au monde? Je te dirais que pourquoi que le baseball est le plus beau sport au monde, je te dirais que c'est parce que c'est un sport qui n'a pas de temps. J'aime ta réponse. Et c'est le seul sport, c'est la défensive qui est en possession. Exactement. C'est le seul sport. Exactement. Puis le fait qu'il n'y ait pas de temps. Tout est possible pour les retours, tu veux dire? Exact. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement, comme Yogi Berra a pu le dire. Ben t'es bien renseigné, c'est bon ça pour un jeune homme de 20 ans. Exact. Je te dirais que le fait que le baseball n'ait pas de temps, c'est le plus beau sport au monde. On est assis, autant pour les joueurs que pour les partisans, on est assis, on regarde, on apprécie le match. Mais comme on le dit souvent, moi c'est un point de vue personnel, la personne qui ne court pas vite, va jouer au premier but, elle a peut-être un surpoids. L'autre qui court comme une gazelle, qui a des bons yeux, va jouer au champ-centre. L'autre qui a un super bras va être receveur, lanceur comme toi au troisième but. Tout le monde y trouve sa niche. Exactement. Tout le monde trouve sa position, sa vocation sur le terrain. Je dirais que ça donne une chance à tout le monde aussi de pouvoir s'épanouir à ce sport-là, autant au niveau sur le terrain que comme spectateur. Je dis, c'est vraiment tout ce qui fait que le baseball est le plus beau sport. Donc, toi, tu es gérant à la succursale de Trois-Rivières, qui n'existe que depuis quelques mois. Quelles sont tes fonctions? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien comme gérant de l'entrepôt du baseball? Je te dirais, avec l'entrepôt du baseball, premièrement, je suis gérant de la boutique de Trois-Rivières. Et puis, je m'occupe aussi là, de tout ce qui est les ventes associatives, en fait, là, avec notre compagnie qui est On-Field Baseball. On produit tout ce qui est vêtements. Beaucoup d'associations aussi avec les équipes du baseball junior. Exactement. Je te dirais qu'on a quelques associations avec les équipes du baseball junior. On a plusieurs sports-études. Pas loin d'une centaine aussi d'associations aux quatre coins de la province. Je te dirais c'est ce qui démarque l'entrepôt des autres. J'aime ce mot-là, la démarcation. Exact. C'est bon pour une entreprise. Et tu as apporté une suggestion. Tu peux le montrer à l'écran. Oui, mais en fait... ça, ce sont des confections de votre compagnie. Exactement. On a un branding qui est propre à nous, qui est On-Field Baseball. Qui est propre à l'entrepôt du baseball. Il n'y a que nous qui offre ce produit-là. Celui-là, c'est un gant personnalisé. En fait, tu choisis tes couleurs, tu choisis ton... Tu peux faire une commande. Exactement. Vous pouvez passer directement au magasin de Repentigny ou par moi. Puis c'est ça, en fait. C'est un très beau gant. Exactement. Souple. Exact. C'est un gant de qualité supérieure, en fait. Tu choisis tes couleurs, tu choisis la forme de ton gant. Tu peux choisir un gant de premier but, et c'est ça. Puis, à un prix qui est très compétitif aussi également. Ça c'est important. Maintenant, on va parler du volet boutique. La Force, ça c'est le nom de la boutique. C'est la Force. Non, excuse, c'est pas le nom de la boutique, mais c'est votre force. Exactement. En quelque sorte. C'est ça que tu me disais en pré-entrevue. Parce que vous offrez aussi beaucoup de chandails, de jerseys. C'est ça? Oui, exact. En fait, comme je disais tantôt, on a une très grande boutique juste sur un étage. On a rajouté un deuxième étage qui est vraiment tout ce qui est volet. Le terme anglophone, MLB Apparel un petit peu. Fait donc tout ce qui est chemise. Personnalisé, les gens vous demandent, ça fait son nom personnel, le numéro de ton choix. Exactement. Qu'est-ce qui est le plus vendeur présentement? Laisse-moi deviner. Vladimir Guerrero fils et Fernando Tatis. Je te dirais que c'est les deux meilleurs vendeurs. En fait, les Padres sont venus avec les couleurs des années 80, 90. C'est ça, les couleurs initiales qui n'étaient plus tellement à la mode. Exactement. Le brun et le jaune. Oui, là je te dirais que c'est revenu à la mode. On a vendu excessivement de t-shirts de ces deux jours-là. J'aimerais qu'on aborde l'aspect début modeste de l'entrepôt du baseball, parce que tout ça a commencé dans un garage. Exactement. Eric Dostaler et Nicolas Dipecco, deux amis en fait, là, qui se sont lancés en affaires avec l'entrepôt il y a quelques années. Ça a débuté dans un petit garage avec une boutique avec 4-5 bâtons, 4-5 gants, puis une petite cage de frappeurs. Puis de fil en aiguille, on a changé de place. Et là, ça fait 8 ans déjà. Exactement. Puis là, on est rendu justement avec une grosse entrepôt, justement, d'où le nom de l'entrepôt du baseball.
avec justement les 2 étages de la boutique, puis les 6 cages de frappeurs avec des enclos de releveurs, puis même un gym personnalisé. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de l'entraînement en cage des frappeurs et dans l'enclos des lanceurs. Ouais. Comment ça se déroule? Et puis aussi, on peut parler un peu des prix, parce que je sais que c'est très abordable. Ça a beaucoup changé. À mon époque, il y a 20 ans, tu mettais un 2 piastres, puis tu avais 20 balles qui sortaient. Et ce n'était pas tellement précis. J'imagine que les machines se sont perfectionnées. Mais quand on parle de cage des frappeurs et d'enclos des lanceurs, comment ça se déroule? Ben, premièrement, toutes nos cages de frappeurs sont munies d'un lance-balle automatique. Oui. T'as pas besoin de mettre de 2 piastres ou quoi que ce soit. C'est à l'heure. Exactement, c'est des tarifs à l'heure. On parle ici d'un 40$ de l'heure si on veut frapper seul. Également avec le simulateur, le Trax qui est disponible aussi. Est-ce que tu peux prendre 30 minutes? Ou tu vas prendre minimalement 1 heure? Minimalement 1 heure. OK. Parce qu'on marche avec un booking justement à l'heure, à chaque heure. Puis je te dirais, sinon les cours privés, les cours semi-privés en fait, qui sont avec des coachs personnalisés justement qui jouent soit senior majeur, soit junior élite. En fait, qui sont aussi des tarifs à l'heure avec l'entraîneur justement, pour essayer de cadrer justement les besoins de l'enfant et de l'athlète en particulier. Et vous donnez des cours privés? Exact. Ça aussi, ça se passe comment au niveau des enseignants? Et c'est quoi qu'on donne comme cours? En fait, ben, tout dépendamment du besoin de l'athlète, que ce soit au lancer, en défensive, au bâton, on a une gamme élevée d'entraîneurs en fait, spécialisés à chaque position. L'athlète choisit son entraîneur, encore une fois des tarifs à l'heure et tout ça. Puis l'entraîneur va vraiment cibler les besoins de l'athlète en particulier pour pouvoir l'aider à le progresser. C'est intéressant ça. Toi, tu joues au baseball, tu pratiques ce sport depuis tout jeune. Et c'est comme client finalement de l'entrepôt du baseball que tu es devenu au fil des ans, mais là tu es devenu gérant. J'aimerais que tu parles de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir gérant de l'entrepôt du baseball de Trois-Rivières? Exactement. En fait, dans le coin de Trois-Rivières, on n'avait pas de centre comme ça, de boutique personnalisée lorsque j'étais plus jeune. Donc, moi et mon père, chaque fin de semaine, on montait à Repentigny, on faisait 1 heure de route. On allait frapper des balles. Parce que ton père et ton grand-père aussi, comme tu me disais, sont des passionnés de ce sport. Exactement. Ce sont des passionnés. Puis on montait justement à Repentigny chaque fin de semaine, on allait frapper des balles, tout ça. Donc de là, je connais Eric depuis longue date, en fait, là, depuis que je suis tout petit. C'est ça. Puis, mais tout petit, ça fait longtemps parce que là, 6 pieds 2, t'es pas mal grand. Exact, ça a changé un petit peu, j'ai vieilli un petit peu aussi. Puis je te dirais que Eric, en fait, là, j'ai reçu un appel en fin 2020, en fait, là, au coin du mois de novembre. Eric m'a demandé si j'étais intéressé de partir ce projet-là avec eux. Puis j'ai embarqué dans le train là, tout de suite. Là. Tu as lancé ou attrapé une balle à quel âge la première fois? Je te dis, ben, c'est drôle comment ça s'est fait en fait. Là, initialement, je m'étais inscrit au soccer. Puis j'étais vraiment pas bon. J'avais pas le ballon, j'avais jamais le ballon. Puis en sortant de la pratique, j'ai vu justement des joueurs de baseball se lancer, frapper. Puis j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire. Puis au grand plaisir de mon père, le lendemain j'ai été inscrit au baseball. Jouer avec ton père, je veux dire, c'est la plus belle des connexions. Exactement. Je te dirais, vers l'âge de 4 ans, en fait, j'ai commencé à jouer au baseball. Ben, le truc, quand t'es pas bon au soccer, c'est de faire comme moi, ben, tu deviens gardien de but. Ah, c'est ça. Et tu te fais martyriser. Ben, c'est ce que j'ai fait au hockey. C'est ça. Je dirais, c'est ce que j'ai fait au hockey. On va maintenant parler de ta carrière junior élite. Tu joues dans la Ligue de baseball junior élite du Québec pour les Guerriers de Granby. Exact. Parle-nous de la formation de cette année sur lesquelles on fonde de grands espoirs parce que vous avez un club quand même assez pacté. Exactement. Ben, je te dirais, en fait, on a vraiment une bonne équipe avec des atouts partout sur le terrain. Que ce soit la puissance, la vitesse au monticule. Je te dirais qu'on est en bonne position pour faire un bon bout en série. Maintenant, juste à prouver aux autres équipes là, qu'on est capable. Puis que, mais l'objectif, c'est le gros trophée. Exactement. Cette année, c'est ça. Cette saison, là, on y va pour le tout pour le tout. À votre dernière saison, c'était quoi l'affiche déjà des Guerriers? Je te dirais, on a fini exactement par cœur. Je me souviens plus, mais on a fini environ, je te dirais, une vingtaine de victoires pour 10-12 défaites. Là. On va parler maintenant de ton style. Tu es un lanceur, tu te qualifies comment? Es-tu un lanceur de puissance? As-tu un répertoire très varié? C'est quoi ton meilleur lancer? Puis ton approche comme lanceur? Ben, en fait, une approche comme lanceur, je pense que ça va être
comme tous les autres lanceurs dans la ligue, Ouais. justement, ça va être d'attaquer les frappeurs avec des prises Ok. au début du compte. Je te dirais que mon changement de vitesse et ma balle courbe Ouais. sont mes plus gros atouts. Puis avec le temps, en fait. Sûrement de bonnes balles rapides. Exactement, j'ai développé une balle rapide là, avec une vélocité qui est quand même bonne. Qui avoisine les 90. Je te dirais le 84 environ. Ok. Je pense que c'est le meilleur que j'ai. Ben, le but, c'est d'être précis, finalement, parce que c'est beau Ben, la en lancer à fait- 95, mais si tu lances ça dans le backstop, Ben exactement, c'est ça on que peut je te dis. s'avancer. C'est comme je te disais, c'est attaquer les frappeurs, lancer Ouais. des prises, essayer de garder nos comptes plus bas et favorables à nous. En fait, essayer de faire frapper des roulants ou des petits ballons Ok. aux frappeurs. Je te dirais que c'est ça la clé du succès parce que justement, on garde une certaine endurance aussi le long du match. Puis... Dans le cadre de tes fonctions à l'entrepôt, ou même si tu te trouvais là parfois comme client, as-tu rencontré des personnages connus dans le monde du baseball? Et exemple, peut-être Éric Gagné. Ben justement, Éric Gagné avec le sport-études, en fait, ben j'ai eu la chance d'être entraîné justement aussi par des joueurs qui ont joué au professionnel, comme Raphaël Gladieux, justement Ok. avec les Mets de New York. Il y a eu Steve Brown aussi qui a joué avec les Aides-Canam, qui a justement aussi joué dans les filiales Ouais. des ligues majeures. Fait que, au fil du temps, j'ai eu la chance justement d'apprendre de ces gens-là, puis de me développer en tant que joueur et que personne aussi, parce que c'est des très bonnes personnes. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité du baseball d'aujourd'hui, même si, je veux dire, tu suis le baseball peut-être depuis une douzaine d'années? Ça a beaucoup changé. Les frappeurs, ils vont constamment pour les clôtures. Ce n'est plus tellement à la mode de fabriquer un point. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, en fait, j'ai toujours été un gars... Un puriste? Exact, j'ai tout le temps été un gars qui a été élevé avec le baseball d'auparavant, donc les amortis, Oui. les vols de but et tout ça. Fabriquer un point, en fait, là, avec un gars au deuxième but, faire un amorti pour Ouais, l'amener c'est ça. au troisième but. J'ai tout le temps été un gars de... C'est moins impressionnant, mais je te dirais que pour moi, le baseball va toujours rester comme ça. Plus tard, si je coach, ça va être comme ça aussi. Ouais. Puis je pense que c'est de la meilleure façon de gagner des parties. Ça sera Es-tu pas quand même un bon frappeur si tu es un lanceur? Es-tu porté à peut-être mettre ce côté-là un petit peu moins en importance? Ben, Ou tu te débrouilles bien au je te bâton? dirais que je m'entraîne plus en tant que frappeur. Ouais. C'est sûr, je trouve ça le fun de prendre des balles, les pratiques au bâton Ben oui. et tout ça. Ça déroule, ça fait du bien aussi. Mais en fait, je te dis, avec l'équipe qu'on a justement à Grimby, je laisse ce job-là au gars, puis je m'occupe de faire mon travail sur le monticule. Tes objectifs, point de vue baseball? Ben, en fait, Parce que tu t'en vas en sport-études? ben, en fait, aux États-Unis? j'ai fini en fait Ok. mon parcours collégial ici au Québec. Ouais. J'ai eu un offre pour partir aux États-Unis avec... T'es en décision? non, ben en fait, ma décision a été prise là, justement à cause de l'entrepôt du baseball. OK. Mes Tu te plais là, donc. Ben, c'est ça, mes fonctions ici font en sorte que. Puis aussi la pandémie aussi qui est problématique à certaines places à cause des saisons. c'est venu jouer. Ben exact, les saisons aux États-Unis aussi ont été écourtées là-bas, même annulées à quelques endroits. Donc les joueurs peuvent revenir avec les années d'éligibilité qui leur restent. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a moins de bourses disponibles aux États-Unis. J'avais la chance de partir, je l'ai pas pris à cause de mes fonctions. Ouais. Puis je regrette pas non plus. Là. On a du bon calibre de baseball ici. Ben oui. Puis après le junior, ben, le senior est autant bon aussi également. Tu n'as pas connu les expos, malheureusement. Est-ce que tu crois à leur retour? Ben, en fait, oui, j'ai connu les expos un petit peu. Moi, je suis né en 2000. Ouais, mais t'avais 4 ans, 3 ans. Exactement. Ben, Mais t'as des souvenirs de ça? J'ai des souvenirs un petit peu. Ah, ouais. J'en ai en VHS, en cassette Ah, aussi ben oui. également. Ben, à la j'étais là au maison. dernier match, moi. Bon. Je pensais qu'il y avait une espèce d'atmosphère funèbre. Il faisait Ouais, très chaud. Exactement. Match que nous avons perdu 9-1. Il y avait 35 000 spectateurs. Je me rappelle avoir compté les policiers le long de la ligne du premier et du troisième parce que les gens, je crois que c'est en quatrième manche, se sont mis à lancer des balles de golf. Et comme il y a un règlement dans le baseball majeur, interférence, on aurait pu perdre le match instantanément. Puis je me rappelle que l'annonceur maison, M. Morancy, avait demandé aux gens de se calmer. Et c'était vraiment pas un match... c'est un triste souvenir. Exact. Mais tu crois au retour des expos? Totalement. Totalement. Je te dirais que l'engouement du baseball au Québec est en pleine essence. Oui, on le ressent. On en entend beaucoup parler aussi là, avec les actionnaires et tout ça, le projet de stade également. Je te dirais que je suis confiant que les expos vont venir. Quand, je sais pas, mais Ouais. je suis excessivement confiant. Ben moi, je vais terminer avec toi sur des questions un peu plus personnelles. J'aimerais connaître tes joueurs favoris, même si je pense arriver à peut-être en deviner un ou deux. Tu vas me répondre Vladimir Guerrero Jr.,
un autre junior, Fernando Tatis. Son père a joué brièvement pour les Expos. Quels sont tes choix dans les joueurs favoris et pourquoi? Je dirais, présentement, mes joueurs qui m'impressionnent le plus, c'est exactement Vladimir Guerrero, justement, avec la forme physique qu'il est allé chercher durant l'entre-saison. Fernando Tatis aussi, qui est exceptionnel. Ouais. Puis Shohei Ohtani aussi également, qui est un incontournable. Qui est incroyable. En fait, quel athlète! C'est impressionnant. Tu lances des balles à 100 000 à l'heure, tu frappes des circuits à 500 pieds et aussi qui sont frappés avec des vélocités de 100 000 à l'heure. Ça commence à être vraiment très impressionnant. Exactement. Puis sinon, deux joueurs qui m'ont impressionné aussi. J'ai longtemps été receveur avant d'être lanceur. Deux joueurs qui m'impressionnent par leur canne. D'ailleurs, le marbre, c'est Buster Posey puis Yadier Molina. Puis même encore aujourd'hui. Buster Posey est vieillissant, mais c'est un champion. En fait, ils sont vieillissants, mais je pense qu'ils sont capables de performer encore. Le Buster Posey nous le démontre avec les Giants, justement, cette saison, qui sont quand même assez surprenants. C'est deux joueurs là, qui m'impressionnent totalement. Ton équipe favorite, tu vas me dire les Blue Jays? J'ai pas le choix d'y aller avec les Blue Jays. Aimes-tu les Dodgers? Non, je suis pas quelqu'un qui aime bien les grosses équipes. J'aime mieux les t'aimes pas les clubs pactés avec l'argent? Exactement. J'aime mieux les équipes qui sont plus underdog, comme on dit en anglais. En fait, c'est vraiment ces équipes-là qui m'impressionnent le plus et que j'aime voir aller. Ben, c'est super. Jeffrey Dupont, moi, je te remercie d'avoir été des nôtres. Je te souhaite longue vie à ton entreprise et beaucoup de succès au niveau du terrain parce que les guerriers de Green Bay cette année partent probablement favoris. En tout cas, dans les équipes favorites pour accéder aux grands honneurs. C'était vraiment un plaisir de parler baseball avec toi. On va sûrement se reprendre. Je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de succès cet été avec ton équipe et avec l'entrepôt du baseball. Merci Steve. Merci Jeffrey. Merci. Maintenant, avec la réouverture des centres d'entraînement, je vais vous parler d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym. C'est une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. On peut y pratiquer tous les sports de combat. Beaucoup d'expériences vous attendent sur place. On va répondre à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, moi je peux vous dire que le propriétaire et entraîneur sur place, Yves Jabouin, a 31 combats MMA en carrière, donc TriStar Gym. Ambiance et compétences se situe au 530 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, en marge de ce qu'on vit présentement avec le Canadien de Montréal qui nous fait justement vivre de très beaux moments, nous allons parler de tout ça, de hockey, avec notre chroniqueur, un ex-gardien professionnel, un habitué de l'émission, Nick Riopel. Bonjour Nick. Salut Stevie. Ça va très bien toi? Ça va super bien. Écoute, on peut pas mal aller, hein? Ah, on pète le feu, comme on dit en québécois. Oui, écoute, un été de même, là, avec l'été qu'on avait un petit peu connu l'année passée, mais avec la pandémie, on voit la lumière au tunnel avec la Saint-Jean-Baptiste. Écoute, c'est un scénario rêvé. Moi, j'ai une question pour toi. Quel âge avais-tu en 1993? J'avais 4 ans. Bon, ça veut dire que tu t'en rappelles pas tellement. Vraiment pas, non. C'est une première finale de la Coupe Stanley pour toi. Si tu avais un qualificatif ou deux à donner sur la performance du Canadien en général jusqu'ici, avant de parler de Carey Price, puisque tu es un spécialiste des gardiens de but, tu dis quoi à cette question? Je dis que c'est un groupe extrêmement uni. Tu sens que les joueurs veulent jouer pour leurs coéquipiers. C'est incroyable. Les gars bloquent des lancers, frappent, répliquent le moins possible après les coups de sifflet. Et l'autre chose, c'est que je crois que chaque joueur essaie d'aller chercher son plein potentiel personnel. C'est pas le temps là, de se comparer avec les statistiques et tout. Si t'es bon c'est face-off, essaie de gagner le plus de face-off possible. Si t'es bon en jeu défensif, essaie d'exceller dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est les deux, à part Carey Price, comme tu l'as dit, Stevie, c'est les deux choses qui me sautent aux yeux présentement. Je t'ai déjà posé cette question-là, je vais te la reposer parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. Tu as joué à un certain niveau, là. Tu as participé à des camps d'entraînement, notamment avec le Lightning de Tampa Bay. Tu as affronté les Shots de Steven Stamkos, de Chris Pronger. Tu as été au camp d'entraînement des Canadiens, je crois c'est en 2009, des Flyers de Philadelphie. Est-ce que Carey Price a joué dans la tête des joueurs des Golden Knights? Parce qu'on voit que les deux premiers trios n'ont pas marqué. Un joueur comme Mark Stone n'a aucun point. Il n'affiche que des zéros dans toutes les colonnes. Est-ce que Carey Price a joué dans la tête des joueurs de Vegas? Bien, certainement. Je pense que Carey Price là, démontre qu'il est encore dans l'élite des gardiens de but au niveau mondial. Puis, je pense que là où il a joué dans
dans la tête, c'est quand le Canadien comptait le premier but, tu semais le doute là, directement dans l'équipe adverse, là, que ce soit Golden Knights, Winnipeg ou même Toronto. Et quand le Canadien est en mesure de compter un deuxième, là, tu sentais là, qu'il n'y avait plus rien à faire, puis ça allait être extrêmement difficile pour aller en compter deux d'autre côté. Quand tu es le Canadien de Montréal, là, tu sais qu'avec 2 buts, tu as des grandes chances de remporter la victoire. C'est pas ce qu'on était habitué en saison régulière, ça c'est certain. Si jamais on assiste à une finale canadienne New York Islanders, est-ce que c'est une leçon pour les équipes qui regorgent de talent, leçon qui vient nous montrer que c'est l'importance du travail avant le talent? Je veux pas te souffler de réponse, mais ton point de vue, c'est quoi? Écoute, tu sais, des fois, bon, mettons, les Canadiens avec Carey en finale, avant, c'était pas comme ça, et on se disait, bon, mais est-ce qu'on doit avoir un gardien de but, peut-être 5-6 millions, et avoir un peu plus de punch offensif, parce que c'est de la façon qu'on gagnait les Coupes Stanley. Là, maintenant, tu as le gardien de but qui gagne le plus gros salaire national, fait que là, oups, ça peut-être rechange de mode. Je ne serais pas prêt à dire que Vegas n'était pas une équipe travaillante non plus, là, en réussissant là, de gagner en 6 contre Colorado. C'est quand même été une grosse charge de travail pour eux autres à faire. Mais je pense juste que le Canadien a joué pas un match parfait, mais plusieurs matchs parfaits. Et Carey a été en voler une ou deux à lui tout seul, ce qui a fait le mélange parfait pour aller gagner 106. Après Carey Price, quels sont les joueurs du Canadien qui t'ont le plus impressionné, Nick? Ben, je te dirais que Philippe Danault, c'est assez impressionnant là, de la façon qu'il peut jouer et qu'il puisse étouffer les meilleurs joueurs adverses. C'est quand même quelque chose. Des grosses mises en jeu qui gagnent. Fait que Philippe m'a vraiment il m'a impressionné, mais je pense que tout le monde au Québec savait de quoi qu'il était capable. On espérait plus côté, mettons, offensivement. Mais quand tu regardes la charge de travail et ce qu'il fait comme présentement pour étouffer l'adversaire, mon Dieu, tu t'en fous un peu la star qui en fait pas 1 ou 2 buts. C'est sûr que tu aimerais en avoir, mais je pense qu'il y a d'autres gars qui sont en charge de ça. Puis je peux pas passer sur le silence TV de Cole Caulfield. Quel joueur explosif, incroyable. Le kid a aucune conscience de la pression qui est sur ses épaules. Il ne fait que jouer au hockey et avoir un plaisir fou, comme s'il jouait à la glace dehors puis qu'on mettait les bâtons à gauche et à droite. C'est incroyable, c'est assez impressionnant. Puis sa vitesse d'exécution, ses mains, son explosivité, ses pieds, il est vraiment pas intimidé. Non, chapeau à lui. Je vais te poser une question que j'ai posée dernièrement à mon ami Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du réseau psychologie sportive du réseau des sports. L'exigence des séries éliminatoires quand on parle de différence avec la saison, je veux dire psychologiquement, comme le Canadien qui était complètement dans les câbles et perdant 1-3 dans la série contre Toronto, la série 8e de finale. C'est quoi la différence justement entre les séries et la saison, point de vue psychologique et les exigences qui viennent avec? Ben, je te dirais que je pense que pendant la saison, tu le sais que tu peux te reprendre, tu peux avoir des stretches là, de 5-6 gros matchs où ce que tu gagnes puis ça va bien, mais puis tu le sais que même si c'est une slump, si on appelle ça, là, pendant peut-être 3-4 matchs, ben c'est pas si grave que ça parce que tu peux te rattraper. En série, c'est un match à la fois. Puis ce qui fait le moins mal, c'est que en saison, si tu perds 8-0, exemple, comme les Islanders ont perdu contre le Lightning la dernière fois, ben t'es longtemps jugé par ces performances-là. Mais en play-off, là, tu joues à chaque 2 jours. Tu le sais, le calendrier est assez exigeant. Donc, tu n'as pas le temps de te soucier de comment tu as perdu. Ça vaut la même chose au niveau du 4-7. Donc, pour moi, c'est plus facile de passer à autre chose quand tu es en mode série. Puis, tu sais, je veux pas, les ajustements sont peut-être plus faciles à faire parce que tu changes pas d'adversaire à chaque match pendant quasiment 82 matchs. Là, tu sais que tu joues contre exactement la même équipe. Tu as les mêmes tendances qui reviennent match après match. Ma dernière question, mon cher Nick, es-tu confiant pour la suite? Et est-ce que pour toi, ça fait une différence affronter les Islanders ou le Lightning?
Personnellement, c'est sûr que je pense qu'il y a une différence. Honnêtement, si je regarde et que je prends les Islanders contre le Canadien, ben, je pense que dans le filet, on est nettement supérieur. Défensivement, bon, ça peut peut-être s'équivaloir. Ils ont de l'expérience aussi de leur côté. Puis à l'attaque, ben, ils ont du punch offensif, ils ont la profondeur, mais aussi à Montréal. Donc, je pense que nos chances seraient peut-être meilleures contre une équipe, contre les Islanders, qui n'est pas nécessairement habitué comme le Lightning, qui est fraîchement sorti d'une Coupe Stanley. De l'autre côté, le Lightning, ben, est-ce que Price est nettement meilleur que Vasilevskiy? Je l'ai vu de mes propres yeux, je peux pas te le dire. C'est sûr que là, on voit qu'Harry Price, le Québec en entier voit ce qu'il fait, puis c'est assez remarquable. Il ne faut pas oublier qu'André Vasilevskiy est aussi soit là ou parmi l'élite des gardiens de but de la Ligue nationale. Ce qu'il a fait l'année passée est remarquable. Ce qu'il fait encore dans les séries est encore incroyable. Côté défensivement, mais on connaît Edman, ils ont rajouté Savard, ils ont des très très bons défenseurs. Puis à l'attaque, pas besoin de te dire que Stamkos, Sucherov, tous les joueurs d'expérience qu'ils ont, je pense que c'est une méchante machine de hockey. Mais tu le sais, Stevie, on disait exactement la même chose de Toronto, on disait la même chose de Vegas récemment. Donc, comme on dit en série, tout peut arriver. Merci Nick, toujours très pertinent et peut-être que la prochaine fois, quand on se reparlera, nous serons les champions défendants de la Coupe Stanley. En l'espérant. Je te souhaite une bonne journée Nick, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Bye. Maintenant, avant de revenir au hockey avec la série canadienne Golden Knights, je vais vous parler d'une première et ça s'est déroulé dans la NFL cette semaine chez les Raiders de Vegas. C'est un joueur qui, enfin, a admis son homosexualité. Ça prend beaucoup de courage. Il s'appelle Carl-Paul Nassib. Il a 28 ans. C'est une sélection du 3e tour au repêchage de 2016 avec les Browns de Cleveland. Il a également joué brièvement avec les Bucks de Tampa Bay. C'est le premier joueur actif, comme je vous dis, de la NFL, le numéro 94, qui avoue, qui le dit ouvertement qu'il est homosexuel. Et depuis ce moment, eh bien, son chandail est devenu le plus vendu. C'est bon signe. Son père, Ryan Nassib, a joué comme quart arrière brièvement. Je crois que c'est seulement 5 matchs en carrière, justement, avec les Giants de New York. Mais comme le disait cette semaine Régent Tremblay dans un article, le mot « avouer » ou « reconnaître » est péjoratif. Je veux dire, on n'a pas à se casser la tête avec ça. Je veux dire, tu es homosexuel, ça ne change rien. C'est comme si tu mesurais 6 pieds 2 ou comme si, je veux dire, tu es petit, tu es grand, tu es homosexuel. Ça ne change rien. Je veux dire, on est rendu là maintenant dans la société en 2021. Ceux qui sont contre l'homosexualité, moi je peux vous dire, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient homosexuels, que ce soit des hommes ou des femmes. Et je peux vous dire simplement que si vous pensez encore que l'homosexualité, ce n'est pas normal, eh bien moi je vais vous dire que vous êtes un dinosaure et qu'il est temps, je veux dire, de penser autrement, parce que j'ai eu plusieurs amis justement qui étaient homosexuels et les gens qui sont homosexuels habituellement sont cultivés, sont gentils, sont polis. Ils ont vécu justement un certain retranchement à cause de la situation. Donc, s'il vous plaît, allumez, parce qu'on est rendu là en 2021. Bravo! Chapeau à Carl pour son courage. Il ouvre les consciences et ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont carrément en retard. Maintenant, on va revenir au hockey. Quelle belle histoire que celle du Canadien de Montréal. C'est une des plus grandes surprises, cette présence en finale. On va peut-être même gagner la Coupe Stanley. Il faut reculer jusqu'à 1938 pour voir les Blackhawks de Chicago causer une surprise de telle taille. Ils avaient terminé la saison 14 victoires seulement, 25 défaites et 9 nuls. Ils étaient contre les favoris Maple Leafs de Toronto en finale. Et je veux dire, ça c'était ce qu'on appelle un upset. C'est probablement la plus grande surprise, peut-être même du sport professionnel. Le dernier match de demi-finale, et à cette époque, il n'y avait qu'un seul gardien de but. Leur gardien de but, qui était un gardien étoile, qui bloquait tout, c'était à peu près la seule étoile de cette équipe, Mike Caracas, s'était fracturé un orteil, justement dans le dernier match de la demi-finale. Donc, à cette époque, il n'y avait qu'un seul gardien. Les dirigeants des Hawks ont tout fait pour aller chercher le gardien des Rangers de New York, Dave Kerr. Il y a eu un refus de la Ligue, ils se sont retrouvés sans gardien. Et l'après-midi du match numéro 1, ils étaient désespérés. Mais dans, justement, cet après-midi, ils ont trouvé un gardien de but du nom de Alfie Moore, qui se trouvait
buvant une pinte de bière à la taverne dans la région de Toronto. Ils se sont dépêchés de lui offrir un contrat. Il avait un petit peu d'expérience dans la Ligue américaine de hockey au niveau mineur. Il avait joué brièvement aussi avec les Americans de New York qui jouaient leur match au Madison Square Garden. Et dans le match numéro 1, justement, ben, il a tout bloqué, sauf le premier lancé. Ils ont remporté le match 3-1. C'est le seul match qu'il a joué. Après, ils ont pris un autre gardien des rangs mineurs de leur organisation. Et Chicago a gagné la série en 4. C'était des 3-5 à l'époque. Le coach s'appelait Bill Stewart, qui dans l'autre saison était un arbitre au baseball. Et c'était une équipe, les Blackhawks de Chicago de 1938, qui était composée pratiquement uniquement de joueurs américains. Et si on continue dans les surprises, il y a 1991, ça c'est plus près de nous. Moi, je m'en rappelle très bien. Les North Stars du Minnesota avaient fini 16e. Et quand tu finis 16e, tu affrontes le premier parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas le terme géographique pour définir les affrontements en séries éliminatoires. Donc, c'était 16 contre 1, 15 contre 2 et ainsi de suite. Donc, les North Stars en 91 ont battu dès le premier tour en huitième de finale puisqu'ils affrontaient la première équipe au classement général, les champions de la saison régulière Blackhawks de Chicago. Ils ont ensuite battu les champions défendants de la Coupe Stanley, les Oilers, mais se sont éteints en finale contre les Penguins de Pittsburgh. Et je me rappelle le match numéro 6 au Minnesota. C'était 8-0, comme les Islanders. Et en finale, ça sonne bizarre, mais les Penguins regorgeaient de talent avec Paul Coffey, Tom Barrasso, ainsi de suite, Ron Francis, Brian Trottier, Mario Lemieux, évidemment, Jaromir Jagr. C'était une équipe sans faille. Et aussi d'autres surprises dans l'histoire de la LNH. On s'appelle les Hurricanes en 2006. C'était une très grande surprise. Le Canadien de Montréal en 86, avec 8 ou 9 recrues, dont le gardien de but Patrick Roy, qui s'était transformé en véritable mur. Les Flyers de 1974 contre les Big Bad Bruins. Les Big Bad Bruins en 1974 qui avaient terminé l'année avec les 4 meilleurs marqueurs à la fin de l'année de la LNH. Une équipe qui semblait sans faille, avec Bobby Orr notamment, mais qui se sont même fait blanchir dans le dernier match. Maintenant, on va y aller avec certains faits et commentaires sur le Canadien de Montréal, qui nous a offert tout simplement une clinique de jeu défensif. Il y a un vieil adage qui dit que c'est la défensive qui gagne les championnats, et on dirait que c'est un petit peu le cas du Canadien, il se passe vraiment quelque chose. Je vais vous parler maintenant du multiple 7. En 79, le Canadien de Montréal a remporté la Coupe Stanley, perdant le premier match, gagnant les 4 autres. On gagne en 5. 7 ans plus tard, en 1986, même scénario, on gagne la Coupe Stanley après avoir perdu le premier match, on gagne les 4 suivants, on gagne encore en 5. 7 ans après, soit 93, on s'en rappelle, ça fait pas si longtemps que ça, on perd le premier match, on gagne les 4 suivants, on gagne encore en 5. Mais on va poursuivre dans les multiples de 7. Parce que 2021, ça fait 28 ans cette année qu'on n'a pas gagné la Coupe Stanley ou atteint la finale. 4 x 7 font 28. Et si vous vous rappelez, très bien, 2014, on a failli se rendre en finale, mais Chris Kreider des Rangers a sorti notre gardien. 2014, c'était encore un multiple de 7. Il se passe vraiment quelque chose dans le cas du Canadien de Montréal. Quel effort! Quelle équipe, tout simplement. Cette victoire sur la route, c'est la définition même du travail d'équipe. Un beau mélange de détermination, de jeu défensif impeccable, surtout grâce à Price, l'opportunisme, les vétérans, un beau mélange de vétérans et de jeunes joueurs émergents. Le Canadien joue avec confiance. C'est un exemple de résilience, de caractère, et c'est ce qui explique les succès de l'équipe. Et en 2021, eh bien, ça a été une longue liste d'imprévus négatifs dans l'entourage du Canadien. On en est à 3 entraîneurs-chefs cette année, 2 épisodes COVID, la critique constante parce qu'on n'avait pas tellement de succès en saison. On a fini avec 5 défaites et ça me fait penser à 93. En 93, je pense qu'il y a eu une séquence de quelque chose comme 10 matchs au mois de mars sans victoire, et en 86 aussi, une longue séquence, c'était peut-être 7. J'inverse peut-être 93 et 86, mais on avait connu peu de succès avant les séries. Et en plus, ben hier, on sera en finale, mais on a seulement 3500 personnes dans les estrades. Je me rappelle très bien au camp d'entraînement la fameuse phrase de Marc Bergevin. J'étais le premier à le critiquer dernièrement. We mean business. Nous sommes ici pour du sérieux. Et il faut croire que c'était vrai. Et du côté de Vegas, ben, c'est une puissance offensive. Ils ont terminé 3e en attaque en 2021. Mais avec le CH et son jeu défensif, les 2 premiers trios de Vegas ont été complètement shut down, comme on dit dans le langage du hockey. Aucun but. Et quand ce sont tes défenseurs qui marquent la plupart de tes buts,
c'est sûr que tu ne te rendras pas en finale de la Coupe Stanley. Vegas aussi, sans la grosse vedette à l'avant, je veux dire, il manque un petit quelque chose. Il n'avait pas l'air dominant du tout, spécialement hier. Et quand le Canadien marque le premier but, ils deviennent tout simplement imbattables. Il faut dire que le Canadien, depuis le fameux match numéro 4 à Montréal contre Toronto, où on perdait 1-3 dans la série, deviennent presque invincibles. C'est une séquence magique. 11 victoires, 2 défaites depuis ce fameux match 4 contre Toronto. Maintenant, on va parler de Carey Price qui est en plein contrôle, imperturbable. La seule façon de le déjouer finalement, c'est avec une déviation. Le calme de Carey Price, on croirait revoir Patrick Roy, le style l'aplomb et même le clin d'œil font partie du tout. Et les explications de son rendement, bien, certains individus, certains athlètes carburent à la pression. Et Price, il est pareil comme Patrick Roy. Je veux dire, plus la scène est importante et plus le défi est grand, et plus il va performer. Son niveau de concentration est exceptionnel. C'est peut-être la différence aussi avec d'autres gardiens élites. Moi, ce que j'ai remarqué, si la rondelle se retrouve derrière son filet, il garde la concentration sur les potentiels lancers qui viennent de devant. On ne semble pas déconcentré par une rondelle derrière son filet. On a vu dans le match contre les Golden Knights, le match numéro 3, quand Marc-André Fleury a commis une bourde qui a peut-être coûté la série à son équipe qui dominait durant ce match-là. Il a été peut-être un peu... je sais pas, il a pris la chose à la légère. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas le cas de Price. Je veux dire, s'il voit la rondelle, Carey Price, il va l'arrêter. Et je peux vous dire que des gardiens de but, j'en ai vu. Je suis le hockey depuis plus de 4 décennies. De Bernard Parent à Dominique Hachek, de Ken Dryden, Billy Smith, Ron Extall, qui a connu beaucoup de succès en série dès sa saison recrue, qui avait remporté le Conn Smythe en 87 contre les Oilers avec une équipe perdante. Grant Fuhr, la liste est longue. Mais j'allais dire Patrick Roy. Carey Price se retrouve dans la haute partie de cette liste, sans aucun doute. Et autre source de joie et d'encouragement pour l'organisation et les partisans du Canadien, c'est l'émergence du duo Nick Suzuki et Cole Caulfield qui sont vraiment très beaux à voir jouer. Il y a une chimie même dans la période d'échauffement. Ces deux-là sont faits pour se compléter. C'est un one-two punch, je crois, pour longtemps. On les verra à Montréal pour une décennie certainement. Et Cole Caulfield n'a pas perdu de temps pour s'établir comme un joueur avec l'étiquette de la LNH, et je dirais même un joueur étoile. Et ça, c'est signe d'une belle carrière à venir quand tu as un impact immédiat. Et il me rappelle justement Raymond Bourque et Mario Lemieux qui ont eu justement des impacts immédiats. Je peux même vous dire que Mario Lemieux a marqué dès son premier quart de travail, dès son premier chiffre sur la glace. Je pense avec 1 minute de jeu, il a déjoué Raymond Bourque au centre de la glace. Ça se déroulait à Boston pour marquer son premier but en carrière après à peine 1 minute de jeu. Et dans la même veine, il y a Alexandre Ovechkin qui, lui, avait déjà 2 buts après seulement un demi-match en carrière. Et si on fait des comparatifs, Cole Caulfield ressemble étrangement à Patrick Kane et Johnny Gaudreau de Calgary, Johnny Hockey. On voit vraiment une ressemblance, un joueur qui n'est pas tellement gros physiquement, mais quel talent, quel lancer, quel sens du hockey, même défensivement. Maintenant, la question, pour terminer avec Cole Caulfield, il est un des rares qui n'a pas de barbe des séries, mais peut-être qu'il est trop jeune et que ça ne pousse pas encore. Maintenant, l'aspect triste dans tout ça, moi j'ai eu une pensée pour Claude Julien, Stéphane Waite et spécialement Jonathan Drouin, qui doit avoir un pincement au cœur en voyant ses coéquipiers qui jouissent de succès comme ça. Moi, je vais vous faire un lien entre 1993 et 2021. Les Islanders de New York qui vont peut-être éliminer les champions défendants Tampa Bay Lightning ce soir. Quelle équipe avait battu les champions défendants qui défendaient justement leur couronne en 1993? Ce sont les Penguins de Pittsburgh qui étaient double champions défendants de la Coupe Stanley. C'était les Islanders, on s'en rappellera. Et justement, les Penguins, cette année-là, en 1993, avaient établi un record qui tient toujours de 17 victoires d'affilée. Il semblait imbattable, notamment avec le duo Jagr-Lemieux. Il se dirigeait peut-être vers une 3e Coupe Stanley. Ce sont les Islanders qui avaient pavé la voie aux Canadiens. Le Canadien ensuite avait battu les Islanders, je crois, en 4 matchs. Et là, cette année, c'est encore les Islanders qui viennent peut-être nous alléger la tâche. Et la vraie cause maintenant derrière l'arbitrage qui est tout simplement pourri, ce n'est pas vraiment Gary Bettman. Il faut dire que c'est Colin Campbell qui est carrément un dinosaure
et un dictateur. Ça, c'est même Ron Fournier qui le disait sur les ondes du 98.5 dernièrement. C'est pas vraiment Gary Bettman, même si Gary Bettman, c'est lui qui l'engage, mais tant que Colin Campbell sera là, eh bien, que voulez-vous? Ce sera la même histoire. On laisse jouer les joueurs, on se frappe, ça n'a plus aucun sens. Mais tant mieux, le Canadien l'emporte. En terminant, moi, je vais vous dire un petit commentaire sur le Canadien de Montréal de 2021. C'est la preuve que tout est possible quand on travaille en équipe. N'importe quelle sphère d'activité est affectée par le travail d'équipe, c'est la clé. Vraiment, c'est un bel exemple de travail d'équipe que ce Canadien en 2021. Sur ce, merci d'avoir été nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end.